Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Ce qu'on cherche à faire dans les projets qu'on a au Shift Project, c'est qu'on cherche à faire des propositions pour marier la décarbonation avec un certain nombre d'objectifs dont on pense que c'est des objectifs qui sont des objectifs très forts des individus et qu'on ne les supprimera pas parce que c'est presque biologique. Donc par exemple, dans ces objectifs, il y a le fait d'avoir un toit. Il y a peu de gens qui ont envie de coucher à la belle étoile toute l'année. Toi y compris. Moi y compris. Il y a un deuxième objectif, c'est que les gens ont envie d'avoir un travail. Bon, on peut raconter ce qu'on veut sur les profiteurs, les machins, etc. Globalement, le gros de la population a envie d'avoir un boulot. C'est comme ça que les gens se sentent reconnus, utiles, etc. Donc, voilà. Donc au Shift Project, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait marier la décarbonation avec un certain nombre de choses comme ça qu'on considère comme étant raisonnablement acquises. Ça ne veut pas dire qu'on propose de conserver le niveau de consommation qu'on a dans tous les domaines, partout et tout le temps. Mais ça veut dire on ne cherche pas à nier fondamentalement notre nature biologique ou un certain nombre de... Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que dans un certain nombre de domaines, on regarde comment on peut baisser les émissions à la bonne vitesse, qui revient aussi à baisser notre dépendance aux combustibles fossiles à la bonne vitesse, tout en conservant, comme je le disais, un toit, de la mobilité individuelle. Etc. On est des animaux, hein, on bouge. Depuis qu'il y a des statistiques sur les déplacements, on se déplace un peu moins de 3 fois par jour. Ça fait 2 siècles qu'on se déplace un peu moins de 3 fois par jour. Okay. Voilà. Avant, on se déplaçait à pied. Puis, on s'est déplacé alors à cheval, jamais beaucoup. Les nobles, surtout, mais jamais beaucoup. En train, en voiture, etc. Et en fait, le nombre de déplacements par jour, il est constant. Okay. Il y a un chercheur qui s'appelle Aurélien Bigot qui a fait une thèse là-dessus. Donc, il a des séries sur 2 siècles. Et on voit très bien comment ça se passe. Donc, nous, par exemple, sur la mobilité, on ne va pas dire à partir de demain matin, les gens vont rester chez eux. Ils vont faire que du télétravail et ils sortiront plus. C'est pas vrai. On sait que c'est pas comme ça que ça va se passer parce qu'on a un besoin biologique de se déplacer. Biologiquement, on se déplace 3 fois par jour. C'est comme ça. Voilà. Pardon, mais par exemple, je prends ce point sur le déplacement. C'est le déplacement quotidien qui pollue ou c'est le fait que je prenne 10 fois l'avion dans l'année? C'est plutôt le deuxième. Alors, le deuxième, il pollue. Il peut changer, celui-là. Alors, il peut facilement changer pour les gens qui prennent 10 fois l'avion, effectivement. Et l'avion est très concentré sur le dernier décile de revenus et sur les gros voyageurs. Donc, en fait, une bonne partie des vols... déciles, c'est vraiment 10%. Oui, absolument. Déciles, oui. Okay. Donc, les 10% qui gagnent le plus, et c'est là-dedans qu'on va trouver des très gros voyageurs qui prennent l'avion plusieurs fois par an. Et cette partie-là, ça fait la moitié des voyages en avion. Okay. Donc, en fait, si on veut que l'avion baisse, par exemple, il faut s'occuper des gens qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas du tout envie qu'on les empêche de prendre l'avion. Et en plus, c'est souvent des gens qui sont pas loin des cercles du pouvoir. Donc, ils vont pas militer fortement. Tu vois là-dessus, j'ai l'impression que c'est un énorme cliché ce que tu dis. Pardon, hein, mais tu vois, je t'explique pourquoi. C'est une impression et j'ai probablement tort. Mais l'aviation est en train d'exploser. Je pense depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Ouais. Enfin, je veux dire, le nombre d'avions vendus est complètement hallucinant. Le nombre attention, dans les avions vendus, il peut y avoir des renouvellements de flotte. Ok. Mais il y a quand même de plus en plus d'avions pris, de gens qui prennent l'avion. Oui. Et de plus en plus, c'est pas le premier ou le dernier décile, à mon sens, je sais pas qui en profite. Justement, c'est en train de se répandre un peu plus. C'est-à-dire que avant, ça coûtait très cher. C'est un peu répandu, mais quand on regarde la part de la répartition des vols en avion par décile de revenus, ça augmente plus vite que les revenus. Et là-dessus, par exemple, vous cherchez vous essayez de proposer des choses ou vous faites une analyse? C'est-à-dire que, par exemple... on essaye de proposer des choses. Ok. On essaye de proposer des choses, absolument. Parce que très vite, le truc qui pourrait être assez vite inégalitaire, c'est que au lieu de passer au dernier décile, on passerait au dernier centile, et puis dire, désolé les gars, tu vois, tous les gens là, ils sont sympas, ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont pu déjà en profiter. On va vous taxer tous très 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 fort, mais ils vont pouvoir continuer à en profiter, et vous non. Alors, c'est pas la proposition que... Là, en l'occurrence, sur l'aérien, on n'a pas fait de proposition de répartition. À titre personnel, donc là, c'est pas une position du Shift, mais à titre personnel, moi, je serais assez favorable à un système de quotas. Okay. C'est-à-dire que riches ou pauvres, les gens ont un droit à prendre l'avion dans leur vie, quelques vols, et ça dépend pas du revenu. Est-ce que je peux acheter des droits à d'autres? Il n'y a pas une bourse au droit? Non. On transfère pas. C'est un droit individuel.
Donc justement, ça prémunit contre le fait que les riches se remettent à voler beaucoup pendant que les autres ne volent pas. Et à ce moment, il faut revenir au voyage en avion comme un truc exceptionnel. Et ça, on peut, je sais pas, peut sortir. Il faut que le voyage en avion soit de nouveau consubstantiel de la grande aventure qu'on va vivre 1 ou 2 fois dans sa vie. Et donc, on s'en sert quand on est jeune pour partir 1 an, découvrir le vaste monde, et revenir avec des souvenirs plein la tête qui changeront un peu le cours de sa vie. Le vol en avion pour aller 1 semaine au Club Med, pardon, mais c'est une version vide de sens pour moi. En fait, ça me semble, je vois l'utopie, mais je veux dire, c'est la deuxième pâtisserie qu'on se mange au dessert, parce qu'elle est là, parce qu'elle est sous son nez, parce qu'on a du mal à résister à la tentation, mais qui changera pas fondamentalement le cours de sa vie, quoi. Je comprends ce que tu dis, et quand je dis je vois l'utopie, c'est que, mais la réalité, tu vois, tout à l'heure tu disais, avec le Shift Project, on essaye de faire avec ce qui est devenu la réalité des gens. Alors, la réalité des gens... Je finis juste mon raisonnement ou ma question. Et c'est pas un... Tu vois, mais j'essaie juste de te challenger là-dessus. T'imagines le cataclysme économique, mais même social, si on fait ce que tu es en train de proposer ou ton opinion, c'est-à-dire même pour la ville de Paris, ne serait-ce que ça, ou l'économie de la France, qui ne dépend que du tourisme, et voilà... mais même pour tout le monde en fait, pour mes enfants qui rêvent d'aller, je sais pas moi, peu importe, au Mexique ou en Inde, ou s'ils veulent à Las Vegas, je m'en fous d'ailleurs. Mais tu vois, et donc alors la réalité d'Instagram et de la majorité des gens du monde, elle est pas là. Donc j'ai envie de dire, ça n'arrivera pas, Jean-Marc. Alors si, ça arrivera de manière contrainte. Ok. Mais par quoi? Par un régime autoritaire? Non, par la baisse de la quantité de carburant disponible. Donc, à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pic de production du pétrole, là, à date, il était en 2018. Jusqu'en 2030, la production de pétrole, elle va être à peu près constante. Et après 2030, les analyses du Shift, c'est que même si on ne se soucie pas de climat, elle va se mettre à baisser très vite. Parce qu'il n'y en aura plus. Parce qu'il faut 40 à 400 millions d'années pour faire du pétrole, et que on peut pas faire sortir du pétrole de terre sans savoir où il est, il faut le découvrir, etc. Donc c'est les analyses du Shift, des petits Français du Shift qui... Non, parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà... Non, il n'y avait pas de condescendance dans ce que je disais. Depuis que je m'intéresse à la question pétrolière, les gens à qui je m'adresse, qui sont d'anciens cadres dirigeants de sociétés pétrolières, m'ont toujours dit, le pic de production mondiale, on pense que ça sera aux alentours de 2020, plus ou moins 5 ans, à 100 millions de barils jour, plus ou moins 5. Bon, pour le moment, il était en 2018. Ok. On va voir, mais pour le moment, il est en 2018. Alors, on peut transitoire... Dans un monde dans lequel les inégalités s'accroissent, comme c'est les riches qui prennent l'avion, ça ne gêne pas le transport aérien pour le moment. Non. D'accord ? Ça contraint un peu. En fait, le transport aérien se maintient au détriment quelque part d'un nombre croissant de gens qui ne peuvent plus rouler en voiture. Ça revient à peu près à ça. Mais enfin, il y a un moment où même là, ça ne passera plus. Voilà. Donc Paris, vivant du tourisme, et la France, vivant du tourisme aéroporté, d'ici quelques décennies, il va falloir s'y prendre autrement. De toute façon. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et j'ai envie de dire... Il va falloir prendre ça en considération dans notre stratégie d'investissement immobilier. Oui, évidemment. Il y a des endroits dans lesquels... donc là... Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Donc, je ne sais pas dire si ce que j'évoque là, ça va commencer à devenir très sensible dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans ou dans 40. J'en sais rien. Par contre, ça ne va pas durer des siècles. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au moment où ça se produit si jamais on ne l'a pas fait de façon organisée ? Ça veut dire de la casse sociale. Parce qu'à partir du moment où l'activité touristique n'a plus lieu, les gens qui travaillent dans les campings, dans les hôtels, dans les cafés-restaurants, dans les musées, etc., ils se retrouvent avec moins de boulot et on les vire. Bon. Peut-être que c'est pertinent de songer à quelque chose qui est plus doux dans l'évolution. Alors évidemment, le dur a l'avantage que ça ne fait pas intervenir notre volonté, donc on n'est pas obligé de se dire à l'avance, tiens, on va faire avec moins. Ça a l'inconvénient qu'au moment où la régulation commence à se produire, elle est plus difficile à gérer. Voilà. Et de l'autre côté, on a les inconvénients symétriques. Et tout ce que vous expliquez là dans le Shift Project, Alors, ça c'est un déterminant de l'action. Ce qu'on explique dans le Shift Project, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que cette transition soit la plus sympathique possible et qu'au lieu de faire que ce soit quelque chose qu'on subit,
que ce soit un défi qu'on se donne l'ambition de relever et que du coup on en fasse un certain nombre de choses positives, parce qu'un défi à relever, ça a un petit côté sympa quand même. Et par ailleurs, dans la mesure où tout le monde va devoir y passer à un moment ou à un autre, comme nous, de toute façon, on est déjà dans la seringue, c'est notre intérêt égoïste de nous y coller tout de suite. Et c'est comme ça qu'on a le plus de chances de trouver des trucs qui vont être utiles aux autres plus tard. Or, quand on est les premiers à trouver quelque chose qui va être utile aux autres plus tard, en général, on a un avantage associé à ça. Voilà. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on aurait collectivement plutôt intérêt à s'y mettre maintenant, sachant qu'effectivement, dans tout changement des règles du jeu, on va faire des gagnants et des perdants, et que les perdants sont les premiers à râler en disant qu'ils ne veulent pas des changements des règles du jeu. Mais ça, c'est éternel. Je veux dire, dans Le Prince de Machiavel, il expliquait déjà très bien ça. Il disait au prince, dès que tu vas vouloir changer une règle du jeu, de toute façon, les puissants du moment vont venir gueuler chez toi. Bon, bah, c'est... Mais ce que je trouve hyper compliqué dans cette société qui est toujours mondialisée, même si elle prend des tangentes un peu différentes, c'est que finalement, tu vas te regarder, on parlera un peu d'IA tout à l'heure, mais tu vas regarder les Américains, les Chinois, enfin, sinon on se dit le consensus en France ou en Europe, on réussit par magie, grâce au Shift Project et à d'autres initiatives, à changer les choses et à dire vous les Français, nous les Européens, on aura plus que 5 allers-retours en avion. Ce serait ce genre de choses, plus, moins, tu sais pas. Toi, t'as combien ton... Ouais, moi j'ai fait le calcul, si c'est équitablement réparti sur la population mondiale, c'est 4 dans une vie. 4 dans une vie. Et puis tu vois les Américains qui viennent, et puis alors tu les interdis de venir s'ils en font plus. Enfin, tu vois le délire, c'est-à-dire que tu te dis attends, quoi, eux ils ont le droit de polluer ma planète et nous on est en train de s'imposer un truc. Moi, alors ça va pas se faire, ça va pas se faire en une semaine de toute façon ces trucs-là. Non, je te confirme. Ça va pas se faire en une semaine. Donc la question c'est la direction dans laquelle on part. Non. La direction dans laquelle on part, pour moi, ne peut pas être celle des États-Unis et de la Chine, parce que les États-Unis et la Chine sont encore assis sur des montagnes d'énergie, alors que nous, c'est plus le cas. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est les premiers producteurs de pétrole et les premiers producteurs de gaz de la planète. Et la Chine, c'est de très, très, très loin le premier producteur de charbon de la planète. Et encore un gros producteur de pétrole. La Chine est un producteur de pétrole qui est plus gros que l'Iran, plus gros que l'Irak. Enfin, je veux dire, c'est un gros producteur de pétrole. Donc mais ils consomment tout. Donc, on n'en entend pas parler parce qu'ils exportent rien, ils importent en plus. Donc là, qu'est-ce que je veux dire enfin, non, ils ne sont pas plus gros que l'Iran et l'Irak, mais ils sont à peu près de la même taille. D'accord. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Et donc qu'est-ce que je veux dire ? Donc nous, on n'a rien. Encore une fois, on importe 97% de notre pétrole dans l'Union européenne et 90% de notre gaz. Donc la voie qui est la voie de entre guillemets la débauche énergétique que les États-Unis peuvent continuer à suivre et que la Chine peut continuer à suivre pour un petit moment encore. Nous, on n'a déjà plus cette option. De toute façon. Ça va nous coûter trop cher. On a déjà plus cette option. C'est pas que ça va nous coûter trop cher, c'est que ça va pas nous emmener là où on pense que ça va nous emmener. Et puis de toute façon, il y a un moment où ils diront, mais nous, là, les petits Européens, on leur en donne plus en fait. On en a trop besoin. Quand donc, la production va commencer à baisser chez eux, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Oui. Ils vont se la garder pour eux, l'énergie, c'est évident. Le Mexique, par exemple, a passé son pic de production du pétrole en 2005. En 2005, ils exportaient la moitié de leur production. En 2020, ils n'exportent plus rien. Et voilà. L'Égypte a suivi exactement le même chemin. Ils ont passé leur pic de production, si ma mémoire est bonne, à la fin des années 90. Et 15 ans après, ils n'exportaient plus rien. À chaque fois, c'est la même histoire. Hein. La population domestique continue d'augmenter sa consommation, la production baisse, et donc il y a un effet de ciseau, et à un moment, ils n'exportent plus rien. L'Égypte, maintenant, est devenue importatrice. Alors, ça marche parce qu'il y a encore des exportateurs. Mais à un moment, quand il y en aura de moins en moins... Donc l'Europe, de toute façon, je le redis, elle est dans la seringue. Elle va devoir s'inventer un avenir avec... Les calculs qu'on a fait au Shift Project, c'est que la quantité de pétrole qui va rentrer en Europe d'ici à 25 ans, elle va être divisée par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc de toute façon, on va devoir décarboner.